Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. 7h moins le quart, ils sont là, les experts d'Europe 1 pour vous éclairer. Il y a François Clémenceau, il y a Emmanuel Dutheil, Eva Roque et bien sûr Nadia Dam. François, on commence par vous parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tout dit sur les Rohingyas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir aujourd'hui en urgence pour se pencher justement sur la situation tragique des Rohingyas en Birmanie. Le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, qui dirige aujourd'hui le gouvernement, vient de déclarer qu'elle ne se rendrait pas à cette convocation du Conseil de sécurité. Oui, c'est assez incroyable de voir comment en quelques jours, cette femme qui a lutté toute sa vie en faveur de la démocratie et des droits de l'homme a été mise en cause, critiquée ou même déjà condamnée comme complice des crimes dont sont victimes les Rohingyas. Je le rappelle, cette minorité musulmane, dont plus de 300 000 membres ont été obligés de fuir le pays, victimes du nettoyage ethnique organisé par l'armée birmane. Mais personne ne s'est vraiment posé la question de savoir qui sont vraiment les Rohingyas et quels sont les vrais pouvoirs d'Aung San Suu Kyi. Alors, posons-nous les questions, expliquez-nous. Les Rohingyas ont toujours été considérés comme des étrangers en Birmanie. C'est évidemment une honte, mais cet ostracisme ethnique et religieux date du 19e siècle, lorsque cette minorité, provenant majoritairement du Bengale, a servi le colon britannique. Ils étaient jusqu'à cet été 800 000 sur le sol birman, mais presque autant en dehors des frontières. Et comment sont-ils traités aujourd'hui au Bangladesh musulman, où ils sont plus de 300 000 ? Là aussi, comme des citoyens de seconde zone, sans même avoir le statut de réfugié qui leur revient. Quant à Aung San Suu Kyi, oui, elle est parvenue au pouvoir par les urnes, mais au terme d'un accord qui continue de donner à la junte militaire le contrôle de l'armée, de la police et des gardes frontières qui sont au premier rang de la répression. Quant aux discriminations, on oublie qu'elles oppriment aussi une dizaine d'autres minorités dans le pays, dont les Karen par exemple, qui comptent 30% de chrétiens. Est-ce pour cela que les États concernés restent prudents ? Oui, le secrétaire général des Nations Unies que j'ai rencontré la semaine dernière pour le JDD m'a dit ceci. J'estime qu'il faut garantir avec Aung San Suu Kyi l'évolution démocratique de la Birmanie, mais cette évolution démocratique doit passer par le respect des droits de tous. C'est une petite phrase qui ressemble, mais comme deux gouttes d'eau, à l'extrait du discours sur les droits de l'homme qu'avait prononcé Aung San Suu Kyi il y a 5 ans lorsqu'elle a reçu son Nobel à Oslo. Autrement dit, ce n'est pas le moment de l'affaiblir, car les seuls gagnants de cette stratégie-là seraient les généraux birmans et leurs sympathisants de l'extrême droite bouddhiste. Oui, d'où effectivement les fameux tweets qui se sont échangés entre Aung San Suu Kyi et en tout cas la pakistanaise Malala. Exactement. Pour le coup, c'était effectivement à prendre avec prudence. Oui, comme s'il y avait les bons d'un côté, les méchants de l'autre, ça n'est jamais si simple. Ça n'est pas blanc ou noir, c'est souvent gris, effectivement, la réalité. On passe à l'économie avec vous, Emmanuel Dutheil, et ce matin, gros plan sur le CETA. Oui, alors déjà, je présente toutes mes excuses aux auditeurs et à vous tous autour de la table pour imposer un tel sujet à 6h49. C'est important. Mais attention, Macabal au Canada. on n'éteint pas tout de suite son poste. Je vous promets que je vais essayer d'être clair parce que c'est un sujet capital. On est tous concernés par le CETA. En effet, ce CETA, c'est le nom de l'accord commercial que l'Europe a signé il y a quelques mois avec le Canada et qui doit entrer en vigueur de façon provisoire jeudi prochain, c'est-à-dire le 21 septembre. Très concrètement, cet accord doit permettre de réduire les droits de douane entre l'Europe et le Canada pour doper le commerce. Il doit permettre aussi aux entreprises européennes d'avoir accès au marché public canadien et inversement, et il doit harmoniser certaines normes entre nos deux zones. Ce qui inquiète fortement les détracteurs de cet accord, une bonne partie de la gauche et de nombreuses associations estiment que ça va encore casser notre agriculture. En effet, on va avoir par exemple beaucoup plus de bœuf canadien, et puis surtout, il y aurait, selon eux, de gros risques en matière d'environnement, de santé. On n'aurait pas les mêmes exigences des deux côtés de l'Atlantique en la matière. Mais est-ce que le texte peut encore bouger ? Alors déjà, il faut voir qu'il a beaucoup bougé sous l'impulsion de la France lors du dernier quinquennat. Mais si je vous en parle ce matin, c'est en effet que le nouveau gouvernement doit dire aujourd'hui ce qu'il pourrait modifier dans le texte pour répondre justement aux inquiétudes des opposants. Face aux critiques, Emmanuel Macron s'y était engagé dans la campagne. Un rapport a même été commandé du coup en juillet à des experts et clairement, ce rapport prône en effet plus de mesures contraignantes, par exemple sur l'environnement. Je vais vous donner un exemple très simple. Ce rapport demande par exemple à ce que les subventions accordées par les Canadiens au pétrole ou à la pêche excessive soient diminuées. Il pense aussi que l'agence qui va être chargée justement de rapprocher les normes entre nos deux pays pourrait être
peut-être un peu plus transparente, plus efficace, etc. Ça a une chance d'aboutir ou pas? Comme Emmanuel Macron s'y est engagé, il ne peut quand même pas s'asseoir sur ses recommandations. Le problème, c'est que le compromis trouvé à l'arraché avec les Canadiens est le résultat de milliers d'heures de discussion. Je vous engage à aller lire les 2000 pages, vous allez voir, c'est sympa. On fera ça tout de suite en sortant. Changer des dispositions, c'est changer l'équilibre. Et ça, sauf à annuler totalement cet accord, ça paraît totalement impossible. Surtout qu'Emmanuel Macron se réveille quand même très tard. L'accord a déjà été ratifié par l'Europe. Selon un spécialiste, on peut donc s'attendre quand même à quelques évolutions, on m'a dit cosmétiques, pas sur le contenu, mais sur la manière dont ce sera appliqué. Des évolutions qui vont être loin, bien évidemment, de rassurer les agriculteurs, les opposants, qui appellent tout simplement à la suppression du CETA. Ils vont en parler peut-être aujourd'hui à Strasbourg, non avec Jean-Claude Juncker. Oui, ça va faire partie du discours de l'Union. Effectivement, ça va faire partie sûrement du discours de Jean-Claude Juncker. Et puis la semaine prochaine, du côté du commerce, il y a également une discussion autour de ça à Bruxelles. Il s'appelait Mandela, c'est ce soir, 20h55 et c'est sur numéro 23. Exactement, une mini-série en 6 épisodes pour raconter le parcours de celui qu'on appelait enfant Rolihlahla, ce qui signifie fauteur de troubles, et qui le 9 mai 1994 a donc accédé au pouvoir en devenant le président de l'Afrique du Sud, le premier président noir. Alors 46 ans de la vie de Nelson Mandela, incarné par Lawrence Fishburne, ça ressemble à ça, extrait de la bande-annonce. Si nous arrivons à parler d'une seule et même voix, avec assez de force, assez de puissance, nos paroles ne seront pas étouffées et tous leurs fusils n'y changeront rien. Ils ne pourront pas. Ils ont eu l'audace de brûler leur passeport et pour la première fois coordonner une grève nationale. Tout le pays est en feu. Tu n'es pas le seul de cette famille à croire en cette lutte. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble en harmonie. C'est aussi un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Alors, je vous ai mis évidemment la version française. Oui. C'est souvent moins bien que la version originale. Je suis désolée. Alors, François, je pense que vous apprendrez pas forcément grand-chose parce que vous connaissez bien ces sujets-là. Il s'appelait Mandela, c'est un peu les atouts et les défauts du biopic. C'est-à-dire que la réalisation, vous savez, c'est souvent très linéaire, un peu plate, un peu trop classique à mon sens. Mais cette fiction-là, en l'occurrence, elle a le mérite de ne pas s'appesantir sur les détails de la vie privée pour vraiment ne retenir que les grandes étapes de son engagement politique. Donc, dès ce soir, par exemple, avec les 3 premiers épisodes, on découvre à la fois ses premiers pas comme avocat à Johannesburg, les premières manifestations, les premières grèves dans les mines, les premiers heurts aussi, puis la création de l'ANC, le Congrès national africain. C'est aussi les premières arrestations et on sent la violence qui monte au sein du pays, qui va rythmer en fait la vie de l'Afrique du Sud, notamment jusqu'en février 90, date de la libération de Mandela après une condamnation à perpétuité. C'est vraiment une série en guise de leçon d'histoire sur l'Afrique du Sud, sur l'apartheid et sur les combats de Mandela. Vous pouvez regarder ça avec vos enfants. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait. En tout cas, c'est une belle initiative, François. Oui, j'imagine qu'il faudra continuer en visionnant aussi Invictus, Exactement. qui est le récit de Mandela emmenant l'équipe sud-africaine multiraciale de rugby à la Coupe du Monde. En 30 ans de journalisme, un seul souvenir merveilleux. Avoir assisté à la libération de Mandela à Soweto avec les siens, cet homme était beaucoup plus que le libérateur de la cause des Noirs en Afrique du Sud. Il a été un modèle pour le monde entier. François Clémenceau, Emmanuel Dutheil et Varrock, les experts sont de retour sur Europe 1 dès demain matin. Il est 7h moins 5. Europe 1.